Le CEO pensait qu'en finir avec moi devant le conseil était efficace. Une phrase pour effacer 6 années de travail. Je n'ai pas protesté, j'ai simplement hoché la tête, murmuré merci et suis parti. Ce qu'il ignorait, c'est qu'en seulement 14 jours, je vendrai le système qu'il avait voulu enterrer pour 1,1 milliard de dollars à son plus grand rival. Ce moment de silence n'était pas une défaite, c'était le début de sa fin. Dites-moi, avez-vous déjà été humilié au travail? Partagez votre histoire dans les commentaires, abonnez-vous et découvrons ensemble comment la vengeance prend réellement forme. La salle du conseil n'était pas censée ressembler à une chambre d'exécution, et pourtant, c'est exactement ce qui s'est produit. Le CEO s'est penché en avant, les doigts croisés, la voix posée lorsqu'il a annoncé ma mise à l'écart, comme s'il ne s'agissait que d'un simple ajustement trimestriel. Avec effet immédiat, votre poste n'est plus requis. Les mots ont glissé sur le bois verni, froid, récité, effaçant 6 années en une seule respiration. Autour de la table, les dirigeants gardaient les yeux rivés sur leurs notes, feignant d'être absorbés tout en savourant secrètement le spectacle. Leur silence pesait autant que le verdict lui-même. J'ai compris que ce n'était pas qu'une décision, c'était une mise en scène, un exemple donné à ceux qui refuseraient de plier. Mon cœur battait dans mes tempes, mais mon visage était resté impassible. J'ai rassemblé mes documents avec une lenteur calculée, les ai empilés soigneusement et me suis abstenu de lui offrir l'explosion qu'il espérait. À la place, j'ai murmuré 2 mots qui résonnèrent de plus lourdement que sa sentence. Merci. Quelques têtes se sont levées, déconcertées. Certains ont cru à une reddition. Aucun n'a deviné la tempête sous la surface. Quand je me suis levée, les pialets de ma chaise ont raclé le sol, striant l'air, tendu. Le CEO a évité mon regard, déjà passé à autre chose, déjà en train de m'effacer de son récit. C'était son erreur. J'ai marché lentement, sans précipitation, laissant le temps s'étirer, obligeant chaque directeur à s'enfoncer dans le malaise de mon départ. Je sentais leur gêne, leur stylo griffonnant des banalités, pour éviter d'affronter la vérité. Ils venaient d'assister à la mise au rebut d'une loyauté de 6 ans. Mon corps brûlait d'humiliation, mais mon esprit n'avait jamais été aussi clair. J'avais bâti l'architecture qui portait toute leur plateforme. 6 années de nuit à transformer du code cassé en système viable, à sauver des projets étouffés par les coupes budgétaires pendant que la direction peaufinait des diapositives creuses. Et en l'espace d'une réunion, ils avaient décidé que ma valeur pouvait être effacée. Je n'ai pas contesté, car je savais déjà ce qu'ils ignoraient. Chaque ligne de code, chaque clause cachée dans les contrats, chaque plan que j'avais protégé, rien ne leur appartenait vraiment. Ils croyaient que le pouvoir venait des titres et des bureaux vitrés. Moi, je savais que le véritable pouvoir vient de la maîtrise des fondations. Et ces fondations, je les portais avec moi. Quand les portes de l'ascenseur se sont refermées, j'ai croisé mon reflet dans l'acier. Mon visage était pâle, mais mon expression demeurait ferme. Ils pensaient m'avoir coupé. En réalité, ils venaient de se couper du seul qui pouvait maintenir leur empire debout. Je n'ai pas frappé sur le volant en atteignant le parking. Je n'ai pas crié. Je suis resté silencieux, laissant l'humiliation se cristalliser en quelque chose de plus tranchant. Ils m'avaient sous-estimé. Ce serait la dernière erreur qu'ils commettraient en associant mon nom au leur. Je ne suis pas revenu, j'ai pris une autre direction. Dans les jours qui ont suivi ma mise à l'écart, j'ai rejoué le passé avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Ce n'était pas de la nostalgie, c'était un inventaire. Chaque nuit blanche, chaque contrat signé, chaque pari technique qui a fini par payer, j'avais bâti plus qu'une carrière. J'avais construit l'épine dorsale d'une entreprise qui s'imaginait pouvoir survivre sans moi. Des années plus tôt, quand les investisseurs menaçaient de retirer leur financement, c'est mon architecture modulaire qui les a convaincus de rester. Quand des pannes menaçaient d'engloutir des contrats, je suis resté dans la salle des serveurs jusqu'à l'aube, reroutant des réseaux et réécrivant du code depuis zéro. Pendant que les dirigeants faisaient des discours sur la résilience, j'en étais l'incarnation silencieuse. Mais la reconnaissance dans cet immeuble circulait vers le haut, pas vers l'extérieur.
Ils applaudissaient le PDG pour l'innovation, tandis que je restais au bord de la scène, anonyme sur les photos, invisible dans les communiqués de presse. Ils utilisaient mon travail, jamais mon nom. Je me souviens clairement du tournant, un projet qui aurait dû être impossible. Les régulateurs de la sécurité exigeaient des mises à niveau de conformité que même les consultants jugeaient irréalisables en 6 mois. Mon prototype les a tous détrompés. Nous avons tenu les délais, décroché un contrat valant des centaines de millions, et mon patron a souri devant les caméras pendant que mon équipe et moi restions rassemblés en arrière-plan. Je me disais que la reconnaissance importait peu tant que le travail perdurait. Mais l'humiliation aiguise la mémoire. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai fouillé plus que des souvenirs. J'ai revisité des conversations que j'avais eues avec un concurrent que tout le secteur méprisait. Elixcorp était plus petit, plus agile, perçu comme une nuisance plutôt que comme une menace. Leurs offres étaient ignorées, leurs bureaux raillés pour leur petitesse, leurs ambitions qualifiées de naïves. Pourtant, quand j'avais parlé une fois avec leur directrice technique, Maya Torres, j'avais remarqué quelque chose qui manquait à mes propres dirigeants. Elle savait écouter. Elle s'intéressait à la fonction avant l'image, à la durabilité plutôt qu'à l'optique. Elle n'essayait pas de m'impressionner, elle cherchait à comprendre l'architecture elle-même. À l'époque, j'avais balayé cela d'un revers de main. Je croyais encore que la loyauté avait du sens. Après mon renvoi, ces mots résonnèrent autrement. Je ne cherchais pas la vengeance alors. Je cherchais l'alignement. Je voulais construire sans être enseveli sous la politique et les slogans. Elixcorp est devenu la réponse évidente. Non parce qu'ils étaient l'ennemi de mon ancien employeur, mais parce qu'ils traitaient le travail comme quelque chose de sacré. Plus j'y pensais, plus je réalisais que je ne voulais plus être un simple point dans le rapport trimestriel de quelqu'un d'autre. Je voulais façonner l'avenir selon mes propres termes. Rejoindre Elixcorp n'était pas une fuite, c'était une recalibration. Je ne fuyais pas l'humiliation. Je me dirigeais vers une guerre que moi seul pressentais. Mon ancienne entreprise voyait Elixcorp comme un bruit de fond. Moi, je voyais un vaisseau. Il disposait d'une infrastructure à affûter, d'ingénieurs affamés de guidance, et n'avait aucune illusion de grandeur. Quand je suis entrée pour la première fois dans leurs locaux, ça sentait la peinture fraîche et l'ambition, pas la peur. Les bureaux étaient entassés, des câbles traînaient comme des lianes, mais l'énergie était vivante. On ne me traitait pas comme un rebut, on me traitait comme une arme. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas rejetée, mais essentielle. C'est là que j'ai compris que la vraie histoire ne s'était pas terminée dans la salle du conseil. Elle avait simplement changé de champ de bataille. Entrer chaque matin chez Elixcorp donnait l'impression de franchir une frontière vers une autre dimension. Fini les murs de verre et les sols cirés conçus pour intimider. Ici, les idées comptaient plus que les apparences. Les ingénieurs débattaient devant des tableaux couverts de traces de feutres usés. Les discussions alimentées par la caféine débordaient jusque dans les couloirs, et l'air vibrait d'une possibilité encore inachevée. Je savais exactement quoi faire de ce chaos, le transformer en un système plus affûté, plus solide et plus résilient que tout ce que mon ancienne entreprise avait osé imaginer. J'ai commencé par ressusciter l'architecture qu'ils avaient jadis qualifiée d'ambitieuse à l'excès. Le cadre modulaire qu'ils avaient jugé irréalisable devenait désormais mon plan pour la domination. Cette fois-ci, j'ai éliminé les compromis imposés par les coupes budgétaires et la vanité des dirigeants. Chaque décision chez Elixcorp était évaluée sur sa fonction, non sur la politique. Cette liberté était grisante. J'ai écrit de nouveaux protocoles qui renforçaient donc la sécurité, sans ralentir les performances, redessiner les canaux de données pour supprimer les goulets d'étranglement et intégrer des algorithmes prédictifs capables de s'adapter en temps réel aux besoins changeants des clients. Ce qui n'avait été que fonctionnel sous mon ancienne direction devenait redoutable. Les ingénieurs de Elixcorp ont suivi mon élan avec enthousiasme. Ils n'étaient pourtant pas écrasés par l'arrogance. Ils avaient soif d'apprendre. Certaines nuits, nous travaillions jusqu'à l'aube, non par obligation, mais par exaltation.
Plus nous progressions, plus je devenais invisible aux yeux de mon ancienne entreprise. Ils ne réalisaient pas que l'esprit qu'ils avaient effacé alimentait le concurrent qu'ils tournaient en dérision. Et cela m'allait parfaitement. Les marchés ne basculent pas du jour au lendemain. Ils changent à travers des murmures, une migration lente de clients, une érosion silencieuse de la confiance. En quelques mois, Elixcor n'était plus l'outsider. Nous commencions par décrocher de petits contrats, ceux que mon ancienne société jugeait sans intérêt à cause de marges trop minces. Mais ces contrats nous liaient à des clients soucieux de fiabilité qui répandaient rapidement la rumeur quand ils découvraient que nous livrions plus vite et plus proprement que les géants. Le bouche à oreille devint notre moteur silencieux. Puis vinrent les guerres d'enchères. Une société logistique fidèle à mon ancien employeur depuis 10 ans s'est soudain tournée vers nous. Il voulait un système capable d'absorber les pics saisonniers sans s'effondrer. Mon ancienne entreprise proposa des promesses et du clinquant. Nous avons présenté des preuves, nous leur avons montré des simulations, bâties sur mon cadre, fonctionnant sans faille sous contrainte. La décision était inévitable. Nous avons gagné et l'industrie l'a remarqué. Après cela, les murmures se sont transformés en conversations. Des responsables achats ont commencé à nous contacter discrètement, sollicitant des rendez-vous officieux. Les dirigeants rivaux observaient Elixcor avec des yeux suspicieux, comprenant que quelque chose bougeait sous leurs pieds. Dans leur salle de conseil, ils nous méprisaient encore en public, mais derrière les portes closes, ils étaient inquiets, je le sentais. Et chaque fois qu'un contrat tombait dans notre escarcelle, je souriais à l'idée du CEO persuadé de m'avoir enterré. Il ne se doutait pas une seconde que l'architecture étranglant sa part de marché venait des mêmes mains qu'il avait rejetées. Le secret était mon bouclier. Je gardais mon rôle chez Elixcor discret, éviter les annonces publiques et laisser Maya briller en tant que CTO. Ce n'était pas de l'humilité, c'était une stratégie. Qu'il continue à nous sous-estimer, qu'il croit nos victoires dues au hasard. Quand il comprendrait enfin, il serait trop tard. Ce qui me guidait n'était pas la rancune, mais la précision. La vengeance n'a pas besoin de rage pour être efficace. Elle exige de la patience, du timing et un adversaire assez arrogant pour ignorer le sol qui s'effondre sous ses propres pieds. Elixcor m'offrait la toile. Je leur ai donné l'arme. Ensemble, nous avons construit ce que mon ancienne société redoutait le plus, la preuve que leur empire n'avait jamais été aussi intouchable qu'ils l'avaient cru. Le jour de la présentation avait des allures de théâtre. Le centre de convention brillait sous d'immenses bannières, des jeux de lumière savamment disposés pour flatter les soi-disant titans de l'industrie, et des rangées d'investisseurs en costume, tablettes dernier cri à la main. C'était plus un spectacle qu'un rendez-vous d'affaires, et mon ancienne entreprise se nourrissait de spectacles. Ils sont montés sur scène avec des sourires étudiés, promettant des innovations qu'ils n'avaient même pas construites, comptant sur leur réputation pour les porter. Ils n'avaient aucune idée que je les observais de l'autre côté, assis tranquillement avec l'équipe d'Elixcor, sereins dans la certitude que le système qu'ils avaient jadis qualifié d'excessif allait détruire leur illusion de supériorité. Le contrat en jeu n'avait rien d'ordinaire, un marché de défense gouvernementale avoisinant le milliard, un ancrage à long terme qui définirait la prochaine décennie du secteur. Mon ancienne entreprise entrait persuadée que la victoire leur revenait. Ils avaient la notoriété, l'historique brillant de contrats passés et l'assurance savamment polie de leur PDG. Mais moi, je connaissais chaque faille de leur plateforme, chaque raccourci enfoui dans leur code, chaque ligne négligée lorsque l'on m'imposait des miracles sous des délais impossibles. Et je savais aussi exactement ce que notre système pouvait accomplir, parce que cette fois je l'avais bâti sans compromis. Quand vint notre tour, le contraste était presque comique. Elixcor n'a pas aligné une armée de dirigeants pour parler de synergie et de vision. Maya essayait de les monter sur scène avec une confiance mesurée, à présenter notre équipe, puis à laisser le système parler de lui-même. Nous n'avons pas évoqué le potentiel, nous avons montré les résultats. Des tests de charge en direct défilaient sur d'immenses écrans, prouvant notre capacité d'adaptation sans la moindre faille. Des attaques simulées
étaient bloqués et reroutés en temps réel par nos protocoles adaptatifs. Des transactions s'exécutaient en millisecondes quand les moyennes de nos concurrents paraissaient poussives. Le public se penchait vers l'avant, murmurant en constatant que ce n'était pas du vent, mais des preuves tangibles. J'ai scruté les visages au premier rang. Des responsables gouvernementaux chuchotaient, les sourcils haussés à mesure que les données défilaient. Les analystes enchaînaient les notes frénétiquement. Chaque hausse d'intérêt fissurait un peu plus l'illusion sur laquelle mon ancienne entreprise reposait. Puis vint le moment clé, le test comparatif. Les deux systèmes lancés simultanément, soumis aux mêmes contraintes, avec des métriques affichées côte à côte. En quelques minutes, leur système s'est mis à vaciller. La latence a grimpé, les erreurs se sont accumulées, et quand leur tableau de bord a gelé, le nôtre tournait encore impeccablement. La salle n'avait pas besoin d'explication. Les chiffres étaient indiscutables. Le silence de leurs dirigeants résonnait plus fort que les applaudissements. L'espace d'un instant, le masque du CEO a vacillé. Je l'ai vu du coin de l'œil, la mâchoire crispée, le regard sombre comme si sa seule volonté pouvait arrêter l'effondrement. Il ne m'avait pas encore aperçu. Mon nom n'était pas sur le programme, et j'étais assis parmi les ingénieurs, pas parmi les décideurs. Mais lorsque Maya, avec une insistance calculée, a attribué l'architecture à notre stratège principal, moi, les têtes se sont tournées. Des murmures ont traversé la salle, d'abord intrigués, puis sidérés. La reconnaissance l'a frappé alors et la couleur a quitté son visage. La femme qui l'avait écarté d'une phrase était devenue l'architecte de la chute de son empire, sous les yeux même des clients qu'il voulait séduire. Il s'est tortillé, tirant sur sa cravate, feignant de consulter des notes qu'il n'avait pas. Moi, je n'ai pas bougé. Je n'ai pas triomphé bruyamment. J'ai simplement croisé son regard un instant et laissé le poids de cette reconnaissance s'abattre. C'était suffisant. Quand la séance s'est terminée, le verdict était limpide. Le contrat était attribué à Elixcore et la salle a applaudi non pas des promesses, mais des preuves. Nous n'avions pas seulement gagné, nous avions révélé la fragilité d'une entreprise persuadée que sa réputation valait plus que la réalité. Et tandis que je sortais avec mon équipe, les échos de leur incrédulité nous suivaient comme une chanson de victoire qu'ils ne pourraient jamais revendiquer. Les appels ont commencé dès le lendemain matin. D'abord celui des RH, leur ton faussement enjoué, comme si un peu de légèreté pouvait effacer ce qui s'était passé. Ils prononçaient des mots comme « reconsidérer »,« continuité »,« stabilité », tentant de recoller l'illusion d'une négociation amicale plutôt que d'une panique manifeste. J'ai laissé le message défiler, puis je l'ai supprimé sans répondre. Quelques heures plus tard, l'assistante du CFO a envoyé un mail soigneusement rédigé à propos de discussions sur des ajustements de compensation. Ajustements, une façon polie de dire qu'il comprenait enfin ma valeur, une fois les dégâts causés. Je n'ai pas répondu. À la fin de la journée, c'est le CEO lui-même qui a tenté, son numéro s'affichant sur mon écran comme une mauvaise blague. Je l'ai fixé jusqu'à ce qu'il disparaisse. Je n'avais aucun plaisir à écouter sa voix se briser ou ses excuses récitées. Le seul pouvoir qui me restait, c'était le silence, et je l'exerçais avec précision. Ce soir-là, alors que les appels manquaient s'empiler, je me suis assis à mon bureau et j'ai fait défiler d'anciennes photos. Des dîners d'équipe, des nuits de débogage, des sourires épuisés capturés sous les néons. Pendant des années, j'avais tout donné pour les faire briller, croyant que la loyauté était une monnaie qui finirait par être récompensée. Mais la loyauté avait rencontré la trahison. Désormais, leur panique était la preuve qu'ils ne m'avaient pas licencié, ils avaient licencié leur propre avenir. Chaque tentative de contact confirmait à quel point ils s'étaient trompés. Ils proposaient des augmentations, des titres, des promesses de pouvoir qu'ils n'auraient jamais vraiment tenues. Mais rien de tout cela n'avait plus d'importance. Je ne voulais pas de leur siège à la table. J'avais bâti le mien. La tentation de répondre, de lâcher une dernière réplique cinglante, planait à l'arrière de mon esprit. Mais la vraie revanche n'a pas besoin de public. La vraie revanche, c'est de les laisser comprendre seuls qu'ils n'ont plus aucune importance à vos yeux. J'ai fermé mon ordinateur, mis mon téléphone en silencieux
et tourner toute mon attention vers l'avenir que je construisais avec Helix Core. Pendant qu'ils s'agitaient pour sauver leur image, j'avais déjà 3 coups d'avance, esquissant les plans de la prochaine vague d'innovation. Ils voulaient que je revienne pour se sentir en sécurité à nouveau, mais je n'avais aucune intention de leur offrir ce réconfort. Tard dans la nuit, j'ai ouvert LinkedIn, déroulé jusqu'à mon profil, et d'un simple clic, je l'ai rendu privé. C'était ma déclaration silencieuse. J'en avais fini de les laisser suivre mes mouvements. S'ils voulaient savoir où j'allais désormais, il leur faudrait regarder depuis les gradins, comme tout le monde. Quand les gros titres sont tombés, ce n'était pas mon nom qu'ils utilisaient pour décrire l'effondrement, c'était le sien. Le CEO qui avait sous-estimé son propre architecte, l'entreprise qui croyait que l'image valait plus que la substance, l'empire qui s'est écroulé sous le poids de son arrogance. Mon rôle dans l'histoire se murmurait entre investisseurs, circulait discrètement dans le milieu, transmis comme une mise en garde. Mais je n'avais pas besoin des projecteurs. J'avais quelque chose de plus tranchant, la distance. En observant de loin, j'ai compris que je ne les avais pas détruits. Ils s'étaient détruits eux-mêmes, le jour où ils m'ont écarté. Tout ce que j'avais fait, c'était m'en aller pour bâtir plus fort, là où l'on valorisait enfin les fondations plutôt que de polir la façade. Pendant des années, j'avais cru que la revanche signifiait tout reprendre, mendier la validation, prouver ma valeur selon leur code. Mais en me tenant chez Helix Core, entouré d'ingénieurs qui me considéraient non pas comme une ressource jetable, mais comme l'architecte de leur avenir, j'ai compris autrement. La revanche n'était pas de brûler le pont, mais d'en construire un plus haut à côté et de les laisser regarder tandis que le monde choisissait de traverser le mien. Le silence avait été mon arme, la patience ma stratégie, et désormais la croissance était ma réponse finale. Leur chute n'était pas une victoire que je revendiquais, mais une conséquence qu'ils avaient méritée. Les contrats remportés, les innovations déployées, la confiance gagnée, ce n'étaient pas des actes de vengeance, c'étaient des actes de libération. En repensant à cette scène de salle du conseil, l'humiliation ne brûlait plus. Elle paraissait presque dérisoire, une coupure nécessaire qui m'avait libérée pour les dépasser. Et c'est la leçon que j'ai emportée. Parfois, la revanche la plus tranchante n'est pas leur chute, mais votre ascension. Ils voulaient que je disparaisse, et au bout du compte, je leur ai donné exactement ce qu'ils demandaient. Je suis parti, et j'ai prospéré là où ils ne pouvaient ne plus me suivre. Je sais ce que beaucoup d'entre vous pensent, parce que je l'ai vu dans les commentaires d'histoires comme celle-ci. Vous demandez si la revanche en vaut vraiment la peine, ou si partir en silence n'est pas le geste le plus fort. Certains partagent des moments où un patron vous a humilié devant vos collègues, ou quand des années de dévouement ont été balayées d'un simple email. Je lis ces mots et j'en ressens tout le poids, parce que j'ai vécu le même silence, la même brûlure d'être effacé. Ce que je veux que vous compreniez ici, c'est qu'il ne s'agit pas de s'accrocher à la colère. Il s'agit de refuser de laisser quelqu'un d'autre définir votre avenir. Pour certains, la revanche ne ressemble pas à des contrats à plusieurs milliards ou à la chute d'un empire. Elle prend peut-être la forme d'une entreprise qui, enfin, écoute votre voix, ou d'un projet personnel qui prouve que vous n'avez jamais été le problème. Vous est-il déjà arrivé d'être mis de côté pour découvrir plus tard que c'était la meilleure chose qui pouvait vous arriver? Partagez votre histoire dans les commentaires. Je veux savoir jusqu'où cette expérience résonne. Et si vous portez encore en vous ce moment d'humiliation, abonnez-vous et restez avec moi. Votre histoire n'est pas terminée non plus. En y repensant, ce que j'ai retiré de ce parcours n'était pas les gros titres à 1 milliard ni l'effondrement de l'entreprise qui m'avait trahi. C'était la prise de conscience que la revanche n'a pas toujours besoin de rugir. Parfois, elle murmure. Je n'ai pas crié, je n'ai pas frappé, je n'ai pas supplié pour obtenir justice. J'ai laissé le silence agir, et le silence a coupé plus profondément que n'importe quelle confrontation. Le CEO a affronté ses propres conséquences, parce que l'arrogance et la négligence finissent toujours par se révéler. Mon rôle a été de m'écarter, de bâtir quelque chose de plus fort, et de m'assurer qu'il soit contraint de regarder l'avenir se dérouler sans lui. C'est ce genre de revanche qui persiste, non pas parce qu'elle détruit totalement quelqu'un, mais parce qu'elle lui rappelle que ses actes avaient un prix. Et voici une vérité plus difficile,
Parfois, le pardon est vraiment le chemin de la paix. Mais parfois, le silence est le couteau le plus affûté. La leçon, pour quiconque regarde ceci, c'est que vous n'avez pas besoin de vous épuiser à vouloir gagner chaque bataille. Dans le travail comme dans la vie, le plus grand levier vient de la préparation, de la patience et du moment où l'on choisit simplement de tourner la page. Si vous avez déjà été humilié, sous-estimé ou écarté, utilisez ce moment non comme une cage mais comme un tremplin. Comment commencer dès aujourd'hui? 1. Reprenez vos contrats, engagements et limites. Sachez ce qui vous appartient réellement. 2. Notez les compétences que vous avez construites et que personne ne peut vous enlever. 3. Identifiez un concurrent, un client ou une opportunité que vous avez négligé par excès de loyauté. 4. Écrivez ce que vous voulez bâtir ensuite, pas pour eux, mais pour vous. Votre prochain chapitre n'a pas besoin d'être bruyant, il doit simplement être le vôtre. Si cette histoire a résonné en vous, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez le nom de votre ville dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine.